Hichem va nous parler du traitement de fond de la BPCO, la cible à ne pas rater. On a 20 minutes de retard que Hichem va essayer de rattraper pour que la séance d'après se passe dans de très bonnes conditions. Il semble aussi qu'il y a une partie d'interactivité, et donc on va vous donner le code à toi, Hichem. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bienvenue à tous nos invités. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous pour ce symposium d'AstraZeneca, que je remercie vivement pour cette belle occasion pour vous revoir, pour faire ensemble un petit parcours, puisque on va encore une fois parler de BPCO. Mais là, ce que je vous propose, c'est une petite promenade où on va peut-être apprendre à mieux viser. Il est question de cibles. Donc vous allez voir que quelque part sur ma présentation, il y aura de l'interactivité. Donc Charlotte Abdou Fifourma. Et pour cela, vous savez que sur cette interactivité, il y a toujours des outils qu'il faut utiliser. Bon, je passe rapidement sur la déclaration de mes conflits d'intérêts. Alors, je vais commencer par vous inviter à scanner ce QR code. Juste pour être un peu dans le bain. Ce QR code vous permettra d'aller sur la plateforme, sur le site, et vous allez voir qu'à chaque fois où je vais vous faire des propositions de questions, vous allez pouvoir avoir les questions sur vos smartphones. Vous allez avoir la possibilité de répondre et on va pouvoir visualiser toutes les réponses pour aller voir quelles sont les réponses justes. On est d'accord? Vous êtes prêts? Merci beaucoup. Alors, يلزم التنسيق مع جماعة الحفلة يلزم يتابعوني. Alors, pour commencer, pour tester un petit peu votre façon d'utiliser cette plateforme, et comme on a parlé de BPCO, comme on a parlé aussi d'apprendre à viser, donc il est question de connaître des cibles, là vous connaissez certainement la cible que vous avez tous connue en jouant au fameux jeu des fléchettes. Alors, la petite question que je vais vous poser va concerner le nom de la partie la plus centrale. C'est vraiment la partie la plus intéressante. Pour être précis, comment s'appelle cette partie? Et donc là, vous allez avoir sur vos smartphones les différentes propositions. Il faut juste marquer les propositions qui sont justes. Allez-y. Ces réponses vont figurer sur vos smartphones. Ça sera quelques secondes, une dizaine de secondes pour vous laisser un peu le temps de répondre. Comment s'appelle cette région centrale de la cible des jeux des fléchettes? Est-ce que c'est le noyau, le cœur, l'œil ou la bulle? Alors j'ai quand même une bonne cinquantaine de réponses et pour faire vite, donc je suis obligé de m'arrêter pour consulter les réponses éventuelles. Alors je suis content de voir qu'il y a quand même une bonne quinzaine, 15% ou 16% de gens qui ont certainement joué à ce jeu de fléchettes pour répondre que c'est la bulle. Bernard a certainement répondu juste. Ce n'est pas le cœur, ce n'est nullement l'œil ou le noyau, donc c'est la bulle. Bien, donc là on va aller sur le vif du sujet, et le vif du sujet qui, comme je l'ai dit, concerne, on va dire, la BPCO, et on a parlé énormément de BPCO, pour dire avant tout que c'est une maladie qui est fréquente, c'est un véritable fléau social, un fléau sanitaire aussi, et à travers toutes les recommandations, puisqu'on parle de traitement de fond, il est clair que les objectifs du traitement de fond sont assez bien définis, puisqu'on s'attache à traiter les symptômes, on essaie de pousser les gens à améliorer
leur tolérance à l'exercice, mais aussi à prévenir les exacerbations. Et on pense toujours pouvoir réduire la mortalité et, pourquoi pas, arrêter ce fameux déclin de la fonction respiratoire. Tous ces objectifs vont en fait constituer différentes cibles. Toutes ces cibles sont intéressantes pour nous, mais essentiellement pour les malades. Alors la question qui se pose immédiatement, est-ce que ces cibles sont facilement atteignables et puis dans quel ordre? Vraiment, alors il est important de se fixer des priorités en termes de cibles thérapeutiques. Est-ce que la chose est évidente? Malheureusement, je suis encore obligé de vous rappeler que sur les recommandations, ça n'arrête pas de bouger et que sur même les définitions, vous voyez qu'on était en 2017. La BPCO est une maladie courante, mais regardez bien, une maladie qu'on qualifie d'évitable et traitable. Évitable si on ne pense jamais à fumer, et traitable avec toutes les possibilités thérapeutiques. Alors, comme par magie, on est en 2023-2024, les termes évitables et traitables ont disparu. Et ce qui ressort maintenant, c'est cette hétérogénéité de la maladie dont on a longuement parlé pendant la journée d'hier, et aussi le mot exacerbation. En tout cas, ça pose problème, puisque si la maladie elle est hétérogène, si la maladie elle est multiforme et multifactorielle, ben, on est obligé d'aller traiter de façon vraiment individuelle, certainement pas la maladie, mais le patient. Et ce patient, maintenant, il est cantonné à faire partie d'un cluster bien défini, qui est défini par un certain phénotype ou un certain endotype. On est obligé de passer en revue les données dont on dispose sur le plan clinique, sur le plan biologique, sur le plan fonctionnel, sur le plan de l'imagerie, pour essayer de proposer le meilleur traitement pour chaque patient, et non pas par maladie. Et c'est pour cela que toutes les recommandations s'attachent aujourd'hui à s'adapter plus ou moins à cette nouvelle façon de voir, tenant compte de plusieurs dimensions. Mais il est clair qu'il ne faut jamais aller lire ces recommandations au premier degré, parce que le traitement de fond de la BPCO, sur les nouvelles recommandations du GOLD, c'est quelque part un traitement qui repose sur un phénotypage clinique, puisqu'il faut tenir compte des symptômes et des exacerbations. Il est certainement question d'aller un peu plus profondément que ce simple phénotype, parce que réellement les choses sont un peu plus compliquées, et ça on le sait, puisque les phénotypes, il y en a plusieurs, des phénotypes cliniques, fonctionnels, les comorbidités, les endotypes avec tous les marqueurs, on va dire, biologiques, des phénotypes qui certainement apparaissent parce qu'ils sont quelque part, d'une part, codés peut-être de façon génétique, mais qui vont interférer avec l'environnement dans lequel on va se retrouver, environnement, on le sait, qui devient de plus en plus hostile. Mais en tout cas, cette complexité, cette interaction est certainement à prendre en considération quand il s'agit de prendre en charge un malade pour le traiter, pour évaluer son pronostic et aussi pour penser au profil évolutif, notamment à l'apparition de complications. C'était juste une introduction. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain. Regardez, c'est un patient qui est âgé de 68 ans. Il est tabagique non sevré, je dirais malheureusement, comme beaucoup de malades BPCO. On sait qu'il a une BPCO depuis au moins une douzaine d'années. Il est sous association de double bronchodilatateur LAMA et LABA depuis 5 ans. On sait qu'il a été hospitalisé il y a 4 mois pour une exacerbation. Et je dirais, vraiment c'est une aubaine de pouvoir voir les malades à leur état de base, qui viennent consulter quelques mois après. Et là, vous constatez qu'ils se plaignent toujours d'une toux productive persistante, peut-être même exagérée. Sa dyspnée d'effort est quand même assez importante, classée MMRC 3 avec un 4 à 27. La spirométrie, comme on est à distance de cet épisode d'exacerbation, trouve un VMS qui est encore très très bas. Et comme on a de plus en plus l'habitude maintenant d'aller voir le taux d'éosinophile, il est à 180 éléments. Alors, il est important d'aller voir un peu ce qui s'est passé dans cette histoire il y a quelques mois, la survenue de l'exacerbation.
Je vous en dresse un petit peu le tableau, un tableau classique, une toux, une expectoration purulente, une dyspnée au moindre effort, un rythme respiratoire à 30, un rythme cardiaque à 100, une saturation à 90%. Sur la gazométrie, le malade est hypoxique, il est quand même aussi hypercapnique avec un pH qui est normal. 10 800 de blanc et 2% d'éosinophiles. Je vous laisse un peu faire le calcul. C'est quand même un taux qui était élevé si vous faites le calcul en valeur absolue. Une CRP à 68. Il a bénéficié d'une radio, il n'y avait pas de foyer de condensation, pas de pneumopathie. Le CBC était négatif et chez ce patient, on a quand même découvert un passage récent en fibrillation auriculaire. Et heureusement que tout s'est bien passé sous traitement classique, oxygène, bronchodilatateur, corticothérapie de courte durée, antibiothérapie et anticoagulation. Juste 2 secondes pour bien voir les éléments, les détails qui deviennent importants dans l'évaluation de la sévérité d'une exacerbation. Juste pour vous demander quel serait, selon vous, le degré de sévérité de cette exacerbation? Est-ce qu'elle est légère, modérée ou sévère? À vos téléphones. Il est clair que dans un tableau d'exacerbation, maintenant, tous les détails sont importants, les détails cliniques, les détails biologiques, tout le reste. Alors, selon cette nouvelle classification de la sévérité, est-ce que vous pensez que c'était une exacerbation légère, modérée ou sévère? 49, bon, Sonal 50. Les réponses. Quand même, 60% pensent que c'était une exacerbation sévère. Il est clair qu'il y a deux années à peu près, les exacerbations étaient dites sévères à chaque fois où le malade était hospitalisé, on est d'accord. Hein? Mais en fait, hospitalisation est une chose, la sévérité d'une exacerbation en est une autre. Et là, les choses sont assez bien définies puisque selon la nouvelle classification, pour parler de sévérité, il faut user de tous les paramètres qui marquent la clinique, biologique et tout le reste. Et là, vous voyez que les exacerbations sont qualifiées de sévères s'il y a réellement de l'hypoventilation alvéolaire sévère avec de l'acidose, une acidose respiratoire non compensée. Ce n'est pas parce que le malade a une légère hypercapnie qu'il est qualifié de sévère. Donc, on est obligé maintenant de suivre ce qui a été dit. Et là, vous voyez que, en termes de sévérité, les gens qui sont en acidose respiratoire, c'est des malades qui nécessitent le plus souvent une VNI. Donc l'approche thérapeutique elle-même, elle est tout autre. Donc il faut en tenir compte. Mais ça ne veut pas dire que l'hospitalisation n'y est pour rien. Parce que vous le savez qu'on hospitalise les malades parce que leur exacerbation pose problème, parce que c'est une exacerbation qui a mal répondu à un traitement initial, parce qu'il y a des signes de gravité dès le départ, parce qu'il y a des comorbidités. On hospitalise un malade parce qu'il est en même temps insuffisant cardiaque, insuffisant rénal, diabétique ou d'autres. Mais vous voyez qu'il y a aussi des cas de figure, et là, c'est malheureusement aussi le cas pour pas mal de nos patients, des malades qui n'ont pas la possibilité d'être pris en charge correctement à domicile, et là, donc ils vont être, on sera obligé de les hospitaliser. Donc, toutes les exacerbations qualifiées de modérées ne sont pas obligatoirement hospitalisées. D'accord? Mais en tout cas, il est important de suivre ces recommandations. On va commencer par le premier degré, puisqu'on sait que ces malades-là sont des malades qui ont déjà eu une exacerbation. Et vous savez très bien que maintenant, en tenant compte des symptômes et surtout des exacerbations, c'est ce fameux groupe E, où les malades ont déjà eu au moins 2 exacerbations modérées ou qui ont été hospitalisés au moins une fois pour une exacerbation. Donc, c'est le cas de notre patient. Et vous vous rappelez, c'est un malade qui déjà a été mis sous traitement bronchodilatateur, on va dire optimal, une association LABA-LAMA. C'est ce qui est recommandé pour initier un traitement de fond chez un malade BPCO de ce type. Et là, on sait que
cette association, cette double bronchodilatation, elle a fait ses preuves. Elle est certainement beaucoup plus efficace qu'une monothérapie bronchodilatatrice, aussi bien sur les symptômes que sur la réduction des exacerbations de BPCO. Donc on va dire que ce qui a été fait jusque-là est dans la logique des choses. Sauf que là, et avec ce recul qu'on a avec ce patient, on a eu la possibilité de le voir à distance. Vous savez que maintenant, dans les recommandations, il faut pouvoir suivre les malades, les évaluer et peut-être leur proposer autre chose. Donc, à distance de cette exacerbation, et pour notre patient, est-ce que vous pensez qu'il faille maintenir le même traitement de fond, donc l'association LAMA-LABA? Est-ce qu'il faut essayer de vérifier s'il y a véritablement un traitement non pharmacologique? Et bien sûr, n'a pas arrêté de fumer jusque-là. Est-ce qu'il est important d'évaluer la fonction cardiaque? Est-ce qu'il faut penser à changer ce traitement de fond par une association corticoïde là-bas ou aller discuter une trithérapie? Faites vos choix. Donc ces propositions, vous allez les retrouver sur vos téléphones. قصيت عليهم الموسيقى في ساعة باش تحبوا موسيقى أخرى من بعد. Faites vos jeux. J'aimerais bien attendre un nombre un peu plus important à Blasi sur cette plaque. Bon, en tout cas, là c'est clair qu'il y a des choses qui sont évidentes. Évaluer la fonction cardiaque, veiller au traitement non pharmacologique qui est capital. On ne peut pas s'imaginer que des malades BPCO aussi sévères puissent continuer à fumer. Vous êtes d'accord pour discuter une trithérapie? Alors certains pensent qu'on peut maintenir le même traitement et quelques-uns ont un petit peu la nostalgie des associations corticoïdes inhalées et là-bas. Bon, on va essayer de voir parce que réellement, je passe rapidement sur le traitement non pharmacologique, l'importance du sevrage tabagique. La vaccination, là, ce qui me dérange un peu, c'est cette liste qui est en train de s'allonger. Le Shingles vaccination, vous savez ce que c'est? On nous pousse à faire vacciner nos malades BPCO contre la coqueluche y est déjà. En Tunisie, on n'a pas encore le vaccin uniquement pour la coqueluche pour vacciner les adultes, alors qu'on vient d'entamer une épidémie de coqueluche en Tunisie. Et là, la dernière recommandation concerne le zona et la varicelle pour les malades BPCO. Bon, ce n'est pas très très important pour le moment. En tout cas, on n'insistera jamais assez sur l'importance de prendre en considération les comorbidités d'une manière générale, essentiellement les comorbidités cardiovasculaires. Là, vous voyez qu'après une exacerbation, les patients vont avoir un risque très très élevé de 180% d'événements cardiovasculaires sur le premier mois, et c'est un risque qui va perdurer, puisque 90% jusqu'à un an plus tard. La pathologie des événements cardiovasculaires sont source d'une majoration de la dyspnée, il faut en tenir compte peut-être, ça c'est toujours très très important. Et puis ces comorbidités cardiovasculaires vont encore assombrir le pronostic, puisque le risque de décès va augmenter de 80% chez ces patients. Donc il est clair que, et je suis content de la séance qui a eu lieu ce matin, cœur-poumon, où on arrive quand même à dire les choses de la meilleure façon pour inciter nos amis cardiologues, pour nous aider à dire que l'échographie élimine tout problème cardiaque, même si la fonction d'éjection du VG reste normale, elle est conservée. En tout cas, si le malade est vraiment à l'état stable, s'il n'y a aucune nouvelle, oui, on peut se dire, on peut maintenir le même traitement de fond là-bas, LAMA. Mais comme vous l'avez remarqué, notre patient
reste encore symptomatique et c'est aussi un malade qui peut avoir d'autres risques, notamment d'exacerbation. Et dans ces cas, il faut absolument essayer de revoir notre prise en charge, notre traitement de fond, en fonction des objectifs qu'on se fixe, en fonction des cibles qu'il va falloir viser et qui concernent le patient lui-même. Et ces cibles sont assez bien définies. Il peut s'agir de symptômes, notamment la dyspnée. Pour certains malades, leur problème, c'est qu'ils restent dyspnéiques. Et ça peut être en rapport avec une comorbidité cardiovasculaire. Ou alors, les exacerbations. Donc, sur chaque cible, sur chaque objectif, il y a une stratégie à suivre. Mais vous me dites que parfois, on peut avoir les deux. Le malade peut être concerné par les deux. Il faut faire simple, aller directement sur la stratégie des exacerbations et vous allez pouvoir régler aussi le problème des symptômes. En tout cas, l'exacerbation refait surface, comme vous l'avez vu au niveau de la définition. Les choses sont un peu plus claires sur la durée, sur l'importance des indicateurs objectifs, on va dire, en commençant même par la simple échelle visuelle analogique, parce qu'on sait que tous ces éléments sont importants et que cette exacerbation est loin d'être un simple accident de parcours. C'est un véritable drame, et on le sait à cause de toutes les conséquences, toutes les perturbations qui peuvent avoir lieu après une exposition à des intempéries, une exposition à des virus, à des bactéries. Regardez l'ensemble des perturbations qui dépassent de loin la simple majoration de l'obstruction bronchique, la simple majoration de l'inflammation. Donc là, il est question d'un déséquilibre important, d'inadéquation, ventilation, perfusion, d'hypoxémie. On est dans de très très mauvaises conditions qui vont aussi influencer la pompe, qui vont influencer le cœur et les vaisseaux, et c'est ce qui peut être dramatique dans certains cas. Ces exacerbations concernent toutes les formes de BPCO. C'est vraiment inéluctable que un malade BPCO fera un jour ou l'autre une exacerbation. Ces études sont intéressantes parce que c'est une durée de suivi assez intéressante, sur 3 ans, sur 4 ans. Vous voyez un peu les pourcentages maintenant qu'on retrouve. Il y a quand même pas mal de malades BPCO qui feront une exacerbation, surtout les malades les plus sévères, on va dire. On sait aussi que cette fréquence de survenue sera déterminante parce qu'elle va assombrir le pronostic. On sait que la sévérité d'une exacerbation est aussi importante dans le pronostic. Tous ces éléments sont importants à considérer. Et quand on parle de pronostic exprimé en termes de mortalité, il est vraiment malheureux de constater que sur un suivi de malades BPCO, après, on va dire 3 à 4 ans, après avoir fait une première exacerbation sévère, on va perdre la moitié de ces patients. Et là, ça peut paraître même plus dramatique que ce qui se passe dans une pathologie cancéreuse, même pour le cancer du poumon. 50% vont mourir après 3 à 4 ans. C'est énorme. Même avec des exacerbations qui sont dites ou qualifiées de modérées. Là, vous voyez que le risque de décès, il va exploser plus, il va augmenter de 80%. Même s'il s'agit d'exacerbations qui sont dites légères à modérées, il y a toujours ce risque. Bien sûr, un risque un peu plus important s'il y en a 2 ou plus, mais même avec une seule, ce risque existe. Et ce risque est aussi associé à un risque de décès, de plus de mortalité, qui est d'origine cardiovasculaire, puisque ce risque va augmenter de 25% à peu près. Donc il faut vraiment prendre en considération, en particulier, la comorbidité cardiovasculaire. On ne cesse pas de parler de comorbidité. Tout à l'heure, nos amis cardiologues, ils ont dit clairement que la BPCO, c'est une comorbidité quand il y a un événement chez un malade insuffisant respiratoire. Je me permets de rectifier un petit peu le tir, parce que, au-delà d'une comorbidité, la BPCO constitue un réel facteur de risque pour la pathologie cardiovasculaire. Là, vous voyez que des exacerbations vont avoir des incidences assez graves sur le cœur et les vaisseaux à travers cette inflammation systémique. Donc, c'est une porte largement ouverte aux lésions athéromateuses au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux. L'hyperinflation, c'est un cœur qui va se trouver pratiquement comprimé et qui va réduire son débit cardiaque.
Et puis toutes les conséquences de l'hypoxémie, ça on le sait, qui est source d'hypertension artérielle pulmonaire et aussi d'insuffisance cardiaque. Et il a même été démontré qu'en dehors de tout tabagisme, la BPCO, chez des non-tabagiques, constitue un réel facteur de risque aussi d'atteinte coronarienne, et ceci est aussi capital pour ces malades-là. Donc vous voyez que sur le profil évolutif, il est clair que la survenue d'une exacerbation chez un malade BPCO, surtout quand il s'agit d'exacerbation sévère, c'est quelque chose de dramatique. Et c'est pour cela qu'il faut tout faire pour retarder au maximum cette première exacerbation. Ces quelques années qui vont précéder sont très très précieuses, hein, pour tout faire pour prévenir la première exacerbation. Mais aussi, même s'il y a eu cette première exacerbation, tout faire pour essayer de sauver le patient de ce marasme, de cette explosion, on va dire, d'exacerbation, qui seront de plus en plus fréquentes et qui seront de plus en plus mortelles. C'est quelque part pour vous dire que il ne suffit pas de dire qu'un malade a déjà eu une exacerbation. Il faut surtout penser au risque d'exacerbation ultérieure. Et là, chaque patient peut avoir ses facteurs de risque propres. Notre patient, si vous vous rappelez un peu de son profil, a des facteurs de risque. Est-ce que vous pensez que ces facteurs de risque d'exacerbation future consistent ou concernent la toux productive persistante qu'il a, l'exacerbation antérieure, l'ancienneté de sa BPCO, les eosinophilie sanguine, vous vous rappelez de chiffres à 180 éléments, et puis de la comorbidité cardiovasculaire. Faites vos choix. موسيقى سيد المخرج. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont vraiment évidentes, hein. Donc, pour un patient donné, il faut toujours essayer d'établir les différents facteurs de risque d'exacerbation future. Et là, les choses les plus évidentes, on a tous admis que le fait d'avoir eu déjà une exacerbation constitue un risque réel d'en avoir plus. Les comorbidités cardiovasculaires également, l'ancienneté de la BPCO, oui. L'éosinophilie sanguine à 180, oui, elle constitue un facteur de risque. Et même la toux productive persistante. Parmi les facteurs de risque, bon, il est clair que certains facteurs sont évidents, mais les symptômes, la persistance des symptômes ou leur aggravation, il faut savoir que ça constitue aussi un réel facteur de risque. Ça concerne la dyspnée. Vous voyez que l'aggravation de la dyspnée est associée à un risque accru d'exacerbation, puisque la moitié des patients BPCO qui vont avoir un MMRC à 3 ou supérieur à 3, c'est le cas de notre patient, vont avoir une exacerbation presque de façon sûre dans l'année, on va dire, qui suivent. Vous voyez un peu ce qui se passe aussi pour la toux. Il faut se méfier des malades qui vont garder cette toux productive très très persistante qui a tendance à s'aggraver, et parce qu'une toux productive fréquente est associée à un risque 2 fois plus élevé d'être admis à l'hôpital pour une exacerbation dans les 12 prochains mois. Donc vous voyez que même la dimension clinique qui s'intéresse à la dyspnée et à la toux doit être bien réfléchi, parce que ça peut constituer un réel facteur de risque d'exacerbation. Les eosinophiles, maintenant, sont vraiment au premier plan quand il s'agit de biomarqueurs des exacerbations. Elles sont de plus en plus fréquentes et présentes dans les recommandations sur les BPCO, parce que, et ça a été démontré, ça prédit le risque de faire des exacerbations. C'est un bon indicateur d'une corticothérapie systémique au cours d'une exacerbation. Elle prédit le bénéfice d'une corticothérapie inhalée. C'est des choses que vous connaissez certainement. J'ai trouvé intéressant le fait d'avoir des eosinophiles, ça témoigne un peu d'un profil comme MTH2, et ça serait associé aussi à un moindre risque de pneumopathie. Vous voyez que
l'infection et les TH1, c'est toujours contrebalancé par les TH2. On va dire tant mieux s'il s'agit de profils éosinophiliques pour les patients. Alors même chez les patients qui sont sous corticoïdes, là vous voyez que des taux qui sont supérieurs à 200 constituent aussi un indicateur d'un risque d'exacerbation élevé. L'éosinophilie, on demande une numération. On sait que ça se fait assez facilement. C'est un bilan maintenant qui doit être demandé de façon systématique. Mais l'éosinophilie, c'est un chiffre qui peut varier. Est-ce que ça peut varier avec la prise des corticoïdes oraux, la prise de fortes doses de corticoïdes inhalés, la prise d'antihistaminiques? Est-ce que ça varie avec le cycle nictéméral? Est-ce que ça peut être influencé même par le stress, surtout les stress aigus? À vos téléphones. C'est un dosage qui est très très simple. Il faut savoir le demander, il faut savoir tenir compte des variations possibles. Il faut aussi peut-être choisir le meilleur moment de demander des éosinophiles, certainement avant le démarrage d'une corticothérapie, ça c'est clair, parce que, et là vous avez certainement eu raison de dire que les éosinophiles sont influencés par la prise de corticoïdes oraux, mais aussi par une corticothérapie inhalée à forte dose. Ça aussi. Le stress aigu, pas du tout par la prise d'antihistaminique, et je suis content de voir que au moins le tiers d'entre vous pense que c'est aussi influencé par le cycle nictéméral, parce que c'est vrai. Et en fait, c'est l'inverse de ce qui se passe avec le cortisol. Le cortisol, c'est un pic maximal le matin, alors que les éosinophiles, c'est le contraire. On a le maximum le soir. D'accord? Quand il y a du cortisol, il n'y a pas de d'éosinophiles. Donc, il faut savoir demander des éosinophiles et tenir compte de toutes ces variations. Je n'ai pas tout mis. Pareil que c'est aussi influencé par le degré de tabagisme, par l'abus de café aussi. Donc, bon, il y a des choses qui peuvent être intéressantes juste pour vous inciter à ne pas hésiter à redemander le taux d'éosinophilie. Parce que ce profil éosinophilique existe chez les malades de BPCO. En écartant le profil qui peut nous faire penser à des asthmes, et à travers pas mal d'études, il y a plusieurs taux qui ont été proposés. Selon vous, est-ce que il serait à 10, 20, 30, 40 ou 50%? Dans une population de BPCO, ce phénotype éosinophile peut atteindre à peu près quel niveau? C'est sûr que c'est un chiffre maximal. Bien. La bonne réponse, c'est 40%. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez important. Ce chiffre peut paraître un peu exagéré. Ça n'a pas été retrouvé dans toutes les études. Mais en tout cas, si on cherche cette éosinophilie, on la trouve, encore une fois, en faisant tout pour écarter de véritables malades asthmatiques. Donc, il faut en tenir compte. Et quand il y a des éosinophiles, on va penser à quoi? On va penser à l'intérêt d'introduire une corticothérapie inhalée. Et ça aussi, on l'a toujours dit depuis quelques années de manière très très claire, la corticothérapie inhalée, sa place liée, mais il faut vraiment tenir compte de ses effets bénéfiques et aussi de ses risques. L'efficacité a été certainement prouvée pour certains phénotypes de malades, notamment les malades exacerbateurs, notamment les malades à profil éosinophilique. Et vous voyez là, ce qui apparaît sur les dernières recommandations, c'est qu'on peut aller donner une corticothérapie chez un patient qui a déjà, on va dire, qui n'a pas répondu à un traitement bronchodilatateur en mono ou en bithérapie, pour passer d'une monothérapie
à une trithérapie, il faut exiger un taux très très important d'éosinophiles supérieur à 300. Pour passer d'une association LABA-LAMA à une trithérapie, il faut au moins exiger qu'il y ait plus de 200 éosinophiles. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a plus de place pour les associations corticoïdes inhalées et LABA dans la BPCO. Ça a disparu. Donc si vous pensez à l'intérêt de démarrer une corticothérapie inhalée, c'est un seul cadre, c'est celui de la trithérapie. Et là, les choses sont claires. Il y a des malades qui peuvent en bénéficier de façon assez claire, les malades qui ont une forte éosinophilie, comme on l'a dit. Chaque fois où vous pensez que ça peut être aussi de l'asthme, les malades qui font beaucoup d'exacerbations, donc là, c'est net. Ils peuvent bénéficier d'une corticothérapie inhalée. Là où il faut éviter les corticoïdes de façon nette, c'est bien sûr les malades qui n'ont pas d'hyperéosinophilie, les malades qui ont des problèmes de pneumopathie ou de risque de pneumopathie élevé. Et on est concerné par le troisième item, c'est celui de la tuberculose ou des antécédents de tuberculose. On sait qu'il y a pas mal de malades qui ont eu, à un moment donné de leur vie, une tuberculose qui a été maltraitée ou non traitée. Il suffit qu'ils soient mis sous forte dose de corticoïdes pour qu'ils fassent une flambée de leur tuberculose. Ce qui reste, c'est cette zone orange où on peut penser à l'intérêt de la corticothérapie. Ce sont des malades qui doivent être exacerbateurs, mais qui ont ce taux d'éosinophile entre 100 et 300. Donc, corticothérapie inhalée, c'est toujours intéressant dans le cadre général d'une trithérapie qui a fait ses preuves, qui a permis de réduire sur les études le risque de décès, toutes causes confondues, et qui a été aussi... il a été aussi démontré qu'elle permet de réduire encore plus les exacerbations modérées à sévères. Donc, indiqué en initiation de traitement en cas d'hospitalisation pour exacerbation de BPCO, au moins 2 exacerbations modérées par an, une éosinophilie sanguine supérieure à 300, ou bien sûr une histoire concomitante d'asthme, ou alors s'il y a eu un échec avec la double bronchodilatation pour une éosinophilie qui dépasse les 100 cellules par microlitre. Beaucoup d'études ont permis de démontrer cela. Ça a été au départ les études impact. Donc c'est toujours comparé versus double bronchodilatation ou une association corticoïde et LABA. La même chose sur l'étude de Tribute. Et là, juste, je me focalise un peu sur l'étude de Ethos, où c'est une étude qui avait pour objectif de démontrer, on va dire, l'intérêt de cette trithérapie avec 2 niveaux de dose de corticoïdes, donc moyenne à élevée, bien sûr associés à LABA et à LAMA, versus corticoïdes LABA et versus double bronchodilatation. Donc, les différentes populations étudiées étaient comparables, et je vais juste zoomer sur le profil éosinophilique. Là, vous voyez qu'on est sur une médiane d'éosinophilie à 170, on va dire. C'est à peu près le niveau d'éosinophilie qu'on a eu chez notre patient. Donc, vous voyez que ce sont des patients qui peuvent être candidats à une trithérapie. Et là, les résultats ont été quand même assez intéressants en démontrant la supériorité de la trithérapie par rapport aux associations LABA, LAMA et aussi LABA corticoïdes inhalés. Pour ce qui est de la réduction de l'incidence des exacerbations modérées à sévères, il est aussi intéressant de noter qu'il y a eu une réduction du risque de décès, toutes causes confondues, ça aussi parce que ce sont des malades qui peuvent avoir des comorbidités, qui peuvent avoir pas mal de risques de décès pour autre chose que leur BPCO. Il est intéressant de noter que la réponse à la trithérapie est aussi médiée, ou elle est en rapport avec le taux d'éosinophiles. Là, vous voyez que sur la ligne bleue, c'est là où des éosinophiles vont aller à des chiffres qui dépassent 150. C'est ce qu'on a en réponse, on va dire, sur la réduction de la fréquence des exacerbations. Nous avons une fréquence qui reste stable. C'est ce qui a été obtenu avec la trithérapie. Alors qu'avec les autres associations, double bronchodilatation ou corticoïdes LABA, si vous augmentez, si vous avez des taux plus élevés d'éosinophiles, le risque d'avoir des exacerbations modérées à sévères va continuer à grimper. Et donc, il est clair que quand vous pensez à une corticothérapie inhalée, ça ne peut se faire que dans le cadre d'une trithérapie pour des BPCO à phénotype exacerbateur et hyperéosinophilique.
Il ne faut pas oublier l'autre versant de la médaille qui concerne les effets secondaires, parce que la corticothérapie peut avoir des effets inhalés, elle peut avoir des effets secondaires qui peuvent être variables. Est-ce que vous pensez que les effets secondaires des corticoïdes dépendent de la sévérité de la BPCO, de la présence de comorbidité, de la dose de corticoïdes ou du type du corticoïde inhalé? Quelles sont vos réponses? ما فهماش bon وانا قلتش ما فهماش ميسيون امبوسيبل. Donc les bonnes réponses concernent la présence de comorbidité, un malade diabétique court d'énormes risques, on va dire, s'il a une corticothérapie à forte dose. Donc la dose de corticoïdes et en fin de compte aussi le type de corticoïdes inhalés, parce que les corticoïdes ne sont pas équivalents. Si on parle de risque de pneumopathie élevée, ça peut concerner pratiquement tous les corticoïdes, en pensant à l'importance de la dose. Vous voyez que ce risque est encore plus important pour la corticothérapie à forte dose. Mais ça aussi, ça nous concerne. Le risque d'infection à mycobactéries est aussi associé à de fortes doses de corticoïdes inhalés. C'est aussi une réalité. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire dans ce sens, puisque on est concerné quand même pour quelques années encore par la tuberculose. Alors, si on pense à ce risque de pneumonie et en essayant de voir un peu s'il y a une différence entre les différents corticoïdes, rien que en comparant la fluticasone au budesonide, on voit clairement que ce risque est encore plus élevé avec la fluticasone et qu'avec le budesonide, on est vraiment proche du risque égal à 1. D'ailleurs, cela a pu être démontré par une méta-analyse qui a étudié ce risque de pneumopathie uniquement avec le budesonide. Le risque, il est vraiment minime, hein, tout simplement, parce que le budesonide n'est pas la fluticasone. Sur quel plan? La corticothérapie avec la dose peut avoir des effets secondaires qui sont dose dépendantes. Là, vous voyez que ce risque de pneumonie avec la fluticasone, il va augmenter avec l'augmentation des doses. Si on essaie d'étudier la même chose avec le budesonide, là, vous voyez que c'est une dose qu'on peut augmenter alors qu'il n'y a pas plus de risque. Juste en vous rappelant que le budesonide, c'est le corticoïde qui nous permet de faire de l'épargne en corticoïdes, parce qu'une fois dans les cellules, il sera estérifié, donc il sera emmagasiné, et puis il va y avoir un relargage progressif qui va nous permettre d'utiliser des doses moindres pour un meilleur résultat. Donc tous les corticoïdes ne sont pas équivalents, et les meilleurs résultats en termes de trithérapie, on va pouvoir les avoir avec des associations où il y a du budesonide, du formoterol, parce que c'est là-bas en termes d'agonistes complets qui nous laissera encore des récepteurs libres auxquels on va bien sûr associer à la main pour avoir la trithérapie. Donc, les conclusions qu'il va falloir retenir, ça on l'a dit de plusieurs manières, c'est l'impact majeur des exacerbations au cours des BPCO. C'est ce qui fait qu'on doit tout faire pour les identifier, pour les prévenir, pour les traiter de la meilleure façon. Et donc, dans une stratégie de prise en charge, c'est clair que l'exacerbation est reconnue comme prioritaire, indépendamment de la sévérité des symptômes, dans les principaux outils d'évaluation de la BPCO, et qui va peut-être déboucher aussi sur de nouvelles solutions thérapeutiques qui n'est pas forcément disponibles dans Tunis, entre autres la trithérapie qui va associer l'AMA, l'ABA avec du budesonide, qui serait la mieux indiquée en traitement de fond des BPCO exacerbateurs et périosinophiliques, avec le meilleur rapport efficacité-tolérance. Et je pense, à travers tout ce qu'on a dit, là il est clair que vous avez certainement reconnu l'exacerbation en tant que cible principale à ne pas rater quand vous prenez en charge un malade BPCO pour son traitement de fond. Je vous remercie.